vous recevez une patiente âgée de 87 ans, c'est le cas de le dire, donc, amenée par les pompiers qui a été retrouvée sur le sol de son appartement par sa voisine. La patiente est un peu confuse, mais vous comprenez qu'elle a chuté le matin en voulant se rendre à la salle de bain et qu'elle n'a pas pu se relever par la suite jusqu'à ce que sa voisine la trouve au sol en fin d'après-midi. Donc là, vous voyez que c'est un dossier de chute. Donc c'est un peu de gériatrie et vous avez les mots-clés de chute. Les mots-clés de la chute, c'est combien de temps elle est restée au sol, pourquoi elle est tombée. Et lorsque vous voyez une chute, c'est une personne âgée, il faut toujours penser à 2 mots-clés, ou même 3. C'est la fracture, l'escar, carrément même la rhabdomyolyse, si ça dure plus de 6 heures. D'accord ? Des fois, on avait des dossiers comme ça de nécrose tubulaire aiguë sur rhabdomyolyse. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, ça arrive des fois, parce que souvent, ils ont déjà une insuffisance rénale fonctionnelle, les personnes âgées, ils sont déshydratés. C'est des très très beaux dossiers, les personnes âgées. Ça fait très mal. Donc, sachez gérer les dossiers de gériatrie. D'ailleurs, elle accompagne, donc la voisine accompagne la patiente aux urgences avec un sac contenant les boîtes de médicaments qu'elle a pu trouver dans l'appartement. Donc là, vous voyez un inhibiteur calcique, le Loxène, le Triatec, un Niocé, l'Azilix, un diurétique de Lens, le Lexomil, benzo, Daflon, donc un vénotonique, l'Effexor, donc c'est les nouveaux antidépresseurs là, les Diamicron, Biprofénie, Dimovane, vous connaissez tout ça. La voisine vous dit, donc à chaque fois vous écrivez à quoi correspond la molécule. Normalement, à l'ENC, c'est ce que j'aurais dû faire pour le dossier, j'aurais dû vous mettre les DCI, pour vous habituer à ça, mais je sais que ça ne vous dira rien les DCI. Par exemple, celle du Diamicron, mais bon, la prochaine fois je vous en mettrai, pour vous habituer. La voisine vous dit d'autre part que la patiente a consulté récemment son ophtalmologue qui lui a trouvé un problème aux 2 yeux. Donc encore de l'ophtalmo. Vous apprenez aussi que la patiente vit... Les problèmes chez les personnes âgées, c'est quoi? Qui font qu'ils ne voient pas très bien aux yeux. L'ADM est là, la cataracte et le glaucome. Vous apprenez aussi que la patiente vit seule dans un appartement 3e étage. Alors là, vous voyez déjà les questions sur le social et tout ça. Vous les sentez arriver. Elle a 3 filles qui lui rendent visite une fois par semaine chacune, à tour de rôle. Habituellement, elle montait seule les escaliers. Ça, c'est très important, c'est de savoir quel était l'état antérieur. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Et donc, ça, c'est très important. Si avant, elle était handicapée et qu'après, elle a un tout petit peu plus, ça ne change rien. Pour les... Ah, mais vous rigolez, mais par exemple, pour une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, si quelqu'un était déjà allongé, on ne va pas s'amuser à lui mettre une prothèse de hanche et tout ça, si elle ne marchait pas auparavant. Mais si, au contraire, elle marchait, qu'elle était autonome avant, ça vaut le coup d'être plus invasif dans les thérapeutiques. Donc, elle montait seule les escaliers et faisait les courses avec l'aide de sa voisine. Une aide ménagère venait 2 fois par semaine pour faire le ménage dans l'appartement. À l'examen clinique, la patiente est apyrétique, stable du point de vue hémodynamique. Il faut faire attention, ils sont souvent déshydratés, les personnes âgées. Vous trouvez une déformation du membre inférieur droit en abduction et en rotation externe. Donc là, vous savez ce qu'elle a. Une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Vous ne dites pas une fracture du col du fémur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si vous parlez du col chirurgical ou du col anatomique. D'accord? C'est comme le col du lumérus. Dites extrémité supérieure de l'humérus. Parce que quand vous parlez du col, il faut savoir de quoi vous parlez. Est-ce que c'est le chirurgical ou c'est l'anatomique? Donc toujours fracture supérieure du fémur. Les fractures supérieures du fémur, il y en a 2 sortes. C'est lesquelles? C'est tombé l'année dernière à l'ENC, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Voilà. Soit c'est au niveau du col, c'est-à-dire cervical vrai, soit c'est au niveau du trochanter. C'est un peu plus en bas, en dehors. Et donc, lorsque c'est cervical vrai, il y a la classification de Garden. D'accord? Ça, vous la connaissez. Et la classification aussi, une autre, de Powell. Non, je ne connais pas. Classification de Powell, au fait, ça dépend de l'angle que fait le trait de fracture avec l'horizontale. C'est-à-dire, le trait de fracture, il peut être comme ça ou comme ça. Et selon l'angle que ça fait, c'est un risque d'ostéonécrose ou de pseudarthrose. Ça donne une classification. Powell 1, c'est moins de 30 degrés. Powell 2, c'est entre 30 et 60 degrés. Et Powell 3, c'est plus de 60 degrés. Plus c'est élevé, plus le risque de pseudarthrose et d'ostéonécrose il est élevé. Enfin, vous notez aussi un érythème diffus du sacrum ne s'effaçant pas à la pression. Donc ça veut dire quoi? À faire un escar. Donc quel diagnostic évoquez-vous?
On a déjà tout dit. Donc, quel examen complémentaire demandez-vous en urgence pour les confirmer? Bon, l'examen complémentaire, j'ai demandé pour la fracture de l'extrémité supérieure, j'ai demandé une radio de hanche droite et une radiographie du bassin. Très et bien. pour l'escar, il n'y a pas d'examen complémentaire. Parfait. Et ensuite, quel examen simple d'urgent? Simple, sachant qu'elle prend du diamicron, j'ai demandé une glycémie. Ouais. Il n'y a que ça à faire à chaque fois. Tout patient diabétique ou tout patient alcoolique ou toute urgence, il est en hypoglycémie jusqu'à preuve de contraire. Et c'est pour ça que l'infirmière, quand vous faites vos gardes aux urgences, elle vous donne toujours les résultats de la température, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la glycémie. C'est systématique aux urgences. Donc si on ne vous le donne pas et qu'on vous demande un examen clinique, et là j'ai dit clinique alors que j'aurais pu dire paraclinique, bon, ça dépend donc de comment on peut voir les choses, c'est forcément l'hypoglycémie. Parce que ça peut être la cause de la chute, parce que ça peut être aller à prendre du diamicron. Donc très important. Je voulais faire une remarque concernant la réponse à quels sont vos diagnostics. Lorsque vous donnez le diagnostic, lorsque vous posez le diagnostic d'escar, il faut toujours donner le stade, d'accord? Si c'est érythémateux ou s'il y a une perte de substance, si c'est carrément nécrotique, s'il y a des flictènes ou autre chose, d'accord? Donc là, c'est un escar de stade 1. Et c'est à connaître hein, les stades pour les escars. Critiquer le traitement personnel de la patiente. Quelle cause iatrogène de cette chute pouvez-vous en déduire? Bon, qui a l'heureuse chance de répondre à ça? Vas-y. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, elle a une association de 3 antihypertenseurs, d'une benzodiazépine et d'un hypnotique. Elle a aussi une association d'IEC et d'INS qui majore le risque d'insuffisance rénale. Et des antidiabétiques oraux sur un terrain de personnes âgées avec insuffisance rénale probable. Et donc les causes iatrogènes, c'est hypotension artérielle, somnolence et hypoglycémie. Somnolence, pourquoi? À cause des benzodiazépines et de l'hypnotique. D'accord, très bien. Il y a une dernière chose aussi, on peut dire. Comme à prendre des diurétiques. À déshydratation. Déshydratation. Donc là, pour critiquer, vous reprenez médicament par médicament. Déjà, le Lasix, ça provoque des déshydratations. Le fait d'avoir beaucoup de médicaments, c'est iatrogène déjà. Première chose, lorsqu'on vous demande de critiquer une ordonnance, critiquez la quantité. Chez les personnes âgées, vous savez qu'au-delà de 3 ou 4, on ne sait plus quel est l'effet des médicaments, et si c'est efficace, si ça devient délétère ou non. Donc déjà, la première réponse, c'est qu'il y en a trop. Deuxième chose, il y a trop d'antihypertenseurs, donc ça peut provoquer une hypotension. D'autre part, le diamicron, vous savez que normalement, c'est à éviter, voire contre-indiqué chez les personnes âgées. Donc ça, on aurait dû l'éviter déjà de le prescrire chez elles. Un AINS, donc ça, c'est une conférence de consensus. Il y en a une dernière qui est sortie en 2007, une conférence de consensus sur la prescription des antisécrétoires. Et les IANS, il y avait quoi comme remarque chez les personnes âgées? Lorsqu'ils ont plus de 65 ans, on doit prescrire, voilà, obligatoirement. Donc là, c'était une erreur de ne pas avoir prescrit le protecteur gastrique avec. D'autre part, il y a des benzodiazépines, il y a un risque de dépendance chez les personnes âgées. Normalement, on ne devrait jamais donner des benzodiazépines chez les personnes âgées, alors que c'est toujours le cas. Et le problème, c'est que lorsque le grand chef il vient faire la visite le matin, et il voit le pauvre interne qui a accueilli le soir la patiente, « Non mais t'as pas arrêté les benzos, regarde, elle a 15 médicaments !» Alors le chef de service, il arrête tous les médicaments qui sont inutiles, et il se barre, parce qu'il va à Chicago pour un congrès. Et elle est dépendante des benzodiazépines. Et donc elle commence à ne pas dormir, à faire son délire à la nuit et tout ça. Donc ne jamais oublier que les benzodiazépines, il faut éviter les nettoyages de cartes, c'est pour ça qu'on appelle ça. Le nettoyage de la carte, c'est le grand chef de service, professeur, qui nettoie tout, dont la benzodiazépine, qu'il ne faut jamais arrêter brutalement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à retenir. Moi, je vous le dis parce que je l'ai déjà vu 2 fois, quand j'étais en D4, j'étais en diabéto et ça fait très mal pour l'interne. Parce que lui, le chef, il est parti, tu vois, c'est jamais de sa faute. Ça, vous l'apprendrez aussi, hein. Quand on est interne, c'est toujours de votre faute. Jusqu'à qu'on grandisse un peu plus. Bon, je rigole.
Et en fait, la coprescription, le fait d'avoir trop de psychotropes, c'est aussi mauvais chez les personnes âgées. Le Daflon, en fait, c'est plus remboursé depuis que je suis en D2, je pense. C'est-à-dire, c'est les vénotoniques qui n'ont pas prouvé leur efficacité par rapport aux bas de contention et autre chose. Donc, c'était des médicaments qui traitaient les insuffisances veineuses. J'ai des varices, j'ai mal, j'ai des lourdeurs de jambes, et voilà, donc on leur donnait du Daflon. Ça a aussi un traitement qu'on donne dans les hémorroïdes. Crise aiguë hémorroïdaire, du Daflon. Parce que les hémorroïdes, c'est des veines aussi, c'est des varices, qui sont un peu mal placées. Mais on donne du Daflon aussi, des vénotoniques. Donc voilà, c'est pour l'insuffisance veineuse. Lorsque les valves des veines, elles sont un peu défaites. C'est plus remboursé, il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment montré leur efficacité. Oui, parce que souvent ils disent « Ah, ma grand-mère, elle a ça. » Non, c'est pas ça. Désolé, je ne suis pas devin, mais bon, c'est l'habitude. Ça s'appelle ça, avoir de la bouteille. Bon. Non, mais je me moque pas, c'est seulement que c'est souvent le cas. Ben, vous verrez vos amis qui disent « Ouais, j'ai quelqu'un de ma famille qui a tel problème. » En fait, c'est souvent leur petite amie, leur femme, un truc comme ça. Ils ne veulent pas dire directement que c'est leur femme qui a une crise hémorroïdaire ou autre chose. Oui, c'est vrai. Bon, revenons à nos moutons. La radiologie. La radiographie, donc. C'est une radio de hanche de face, droite. Donc c'est une fracture en coxa-vara désengrenée, donc Garden 4. Donc c'est une urgence thérapeutique, hospitalisation chirurgie, repos au lit à jeun, voie veineuse périphérique, réhydratation hydroélectrolytique, antalgique, attelle de soutien. Donc traitement chirurgical sous anesthésie générale. Donc on fait une hémiprothèse de hanche. Voilà, ou arthroplastie. Arthroplastie avec une radio de contrôle. Donc va falloir faire un lever précoce. Très bien. Il va falloir faire les mesures associées, anticoagulation préventive. Traitement de l'escar avec nursing, matelas. Parfait, ça faut vraiment pas l'oublier, le traitement de l'escar. Faut pas se fixer sur la fracture d'extrémité supérieure du fémur. Faudra faire une insulinothérapie. Oui. Insulinothérapie. Oui, c'est ça. Et une surveillance, une éducation par rapport à la prothèse. Les manœuvres à pas faire. Très bien. Et on fait un nettoyage de cartes aussi en même temps, sans les basos. On les continue. C'est-à-dire qu'on arrête quasiment tous les médicaments qui sont, comme on vient de le prouver maintenant, le Daflon c'est inutile. Ça, on le sait. Les psychotropes, on garde que la benzo pour qu'elle puisse dormir. Peut-être qu'on lui en donnera un peu plus, du Rivotril le soir s'il y a besoin. Le diamicron, comme on l'a mis sous insulinothérapie, donc ça on peut l'arrêter. Et les antihypertenseurs, si elle n'a pas d'hypertension, on les arrête, d'accord ? Si elle a une hypertension, on en gardera un ou plusieurs. Oui ? Si on a des IEC, enfin là elle est sous IEC, elle a un INS et tout ça, on fait quand même l'HBPM, enfin je veux dire on fait une prévention par HBPM ou on peut mettre autre chose ? Parce que tu as peur qu'elle ait une insuffisance rénale fonctionnelle. Oui, tu fais ça d'abord en première intention, ouais. Parce que, a priori, si on ne te donne pas d'éléments, pour toi la fonction rénale elle est bonne. Le B26, au fait, c'est parce qu'il y a du glucose et du sodium, il y a les deux. Alors que si tu donnes du G5, il n'y a que du sodium. Si tu donnes du G5, il n'y a que du glucose. Et si tu donnes du NaCl, il n'y a que du sodium. Donc le B26, ça donne à la fois un apport sodique et un apport glucosé. C'est tout. Bon, je ne sais pas si vous avez à savoir ça, mais bon, c'est dans la pratique que vous allez apprendre ça. Parce que le glucose, ça n'hydrate pas. Il faut savoir que quand quelqu'un est en état de choc, hypovolémique, il ne faut pas donner du G5. Hein. C'est la pire connerie du monde. La volémie, elle reste à 0. Hein. Il faut donner des macrolides, des cristalloïdes. Il faut donner du NaCl. Oui, des cristalloïdes, je veux dire.
pourquoi, je ne sais pas pourquoi des macrolides. Macrolides, c'est l'antibiotique, des macromolécules, je veux dire. Et des cristalloïdes, mais ne pas donner du G5. Parce que remplir au G5, c'est remplir avec, je ne sais pas de quoi, du vent ou autre chose. Ensuite, question 5. 4, je veux dire. Au cours de l'hospitalisation, vous récupérez assez rapidement le dossier médical de la patiente que sa voisine a réussi à trouver dans son appartement. Vous apprenez qu'elle avait déjà présenté plusieurs chutes ces derniers mois sans conséquences traumatiques. Son médecin traitant avait même réalisé une épreuve d'hypotension orthostatique dont voici le résultat. Interprétez et commentez le résultat. Quelle aurait dû être la prise en charge la plus adaptée? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, un petit tableau d'hypotension. Non? Bon, je suis innovateur, alors je vais mettre mon brevet. Ça peut tomber, hein, des choses comme ça. Nous, en 2006, on a vu comment on dit, les trucs là pour les grossesses. Oui. Voilà, un cartogramme, voilà, excusez. Partogramme, voilà, ouf. J'ai oublié, c'était loin ça. Bon, il y avait des partogrammes. En gros, on peut vous poser tout et n'importe quoi à l'ENC. Même un tableau comme ça peut tomber. Donc, sachez l'interpréter. L'hypotension orthostatique, en fait, ça se recherche comment? On demande à la patiente d'être allongée pendant 5 minutes, le temps qu'elle se repose bien. Ensuite, on lui demande de se lever. Et la meilleure des choses, c'est de se lever donc rapidement. Et combien de temps on attend? Combien de temps on attend, ça dépend d'habitude, au bout de combien de temps elle fait son hypotension à la maison. Si elle dit, moi je fais un malaise 5 minutes après me lever le matin, donc vous allez savoir qu'au bout de 10 minutes, vous allez le détecter. Mais si elle dit que je mets une demi-heure, c'est une demi-heure après le lever, il va falloir continuer l'épreuve d'hypotension orthostatique une demi-heure après. D'accord? Donc il va falloir patienter. Il va falloir remettre dans les mêmes conditions dans lesquelles donc survient l'hypotension. Il y en a qui ont des hypotensions après les repas. Donc après midi, ils ont une hypotension. Donc il faut chercher l'hypotension après qu'ils aient mangé, après midi. Et l'hypotension, donc ça a été défini dans les conférences de consensus. Il y a une conférence de consensus de 2005 dans la prise en charge des malaises au service d'accueil des urgences. Et eux définissent l'hypotension orthostatique par une baisse de la pression systolique supérieure ou égale à 20 mm de mercure ou une baisse de la pression artérielle systolique, toujours donc en dessous de 90 mm de mercure. Donc pour eux, c'est la définition dans l'actualisation de la 6e conférence de consensus de la Société française des médecins urgentistes, 2005. Peut-être que vous trouverez d'autres définitions, mais celle-là, au moins, elle est consensuelle chez les urgentistes, pour les malaises qui arrivent aux urgences. Donc là, la patiente, qu'est-ce qu'elle a? À qui doit répondre là? Vas-y. Alors j'ai dit qu'on voyait qu'elle avait une baisse de la pression artérielle systolique et une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc elle avait une hypotension orthostatique symptomatique. Tu dis quoi, symptomatique? Symptomatique. Oui, très bien. Et donc que les différentes étiologies pouvaient être le fait qu'elle ait plusieurs antihypertenseurs, qu'elle prenne des diurétiques de Lens, donc une hypovolémie liée au diurétique de Lens. Et donc du coup, la prise en charge aurait été d'arrêter ou d'adapter le traitement des antihypertenseurs à sa tension et de la faire suivre un régime, lui expliquer les règles d'hygiéno-diététique liées à son traitement. Et voilà. Et de bien s'hydrater. Très bien. Donc, une hypotension, il y a 2 mots-clés. L'hypotension, elle est soit symptomatique, soit asymptomatique. D'accord? D'autre part, l'hypotension, soit la fréquence cardiaque diminue pendant l'hypotension. Là, ça, c'est un malaise vagal, vasovagal. D'accord? Soit la tension, soit la fréquence cardiaque, donc diminue, ça c'est le malaise vagal, soit elle augmente, comme dans ce cas-là. Si ça augmente, c'est qu'il y a une hypovolémie. Donc ça, c'est un malaise, on dit sympathicotonique. Voilà. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque s'est accélérée. Et si la fréquence cardiaque, elle ne diminue pas franchement, comme dans le malaise vagal, ou elle n'augmente pas naturellement,
comme dans l'hypotension sympathicotonique, j'ai du mal à le prononcer. Donc c'est-à-dire que la tension n'augmente pas, elle est stable. C'est-à-dire normalement, lorsque vous vous mettez debout, la tension, la fréquence cardiaque, je veux dire, doit augmenter. Dans ces cas-là, si ça n'augmente pas, c'est un problème donc soit de vieillissement, soit c'est une neuropathie, soit c'est une dysautonomie. Vous savez, les dysautonomies dans les maladies de Parkinson, les atteintes dans le diabète aussi. Dans le diabète, ils font des hypotensions de ce genre-là, c'est-à-dire qu'ils ont une hypotension et la fréquence cardiaque, elle ne bouge pas. C'est une atteinte nerveuse diffuse. Dans la maladie de Birmer aussi, et dans les atrophies multisystématisées, qui donnent des dysautonomies. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une hypotension, mais que la fréquence cardiaque, elle ne réagit pas normalement, naturellement, elle devrait augmenter normalement. Elle est stable. Il n'y a pas d'augmentation. Ou sinon, c'est une très légère augmentation. Donc, dans ces cas-là, on dit que c'est asympathicotonique. Voilà. Donc, vous savez gérer les hypotensions. Celle où la fréquence cardiaque diminue, le malaise vasovagal, là où ça ne change pas, donc les dysautonomies, les atteintes nerveuses diffuses du diabète ou de la maladie de Birmer, ou le vieillissement lui-même, soit la fréquence cardiaque augmente, c'est qu'elle n'a pas assez, c'est un problème de volémie, au fait, tout simple. Et lorsqu'il y a un problème de volémie comme dans ce cas-là, donc c'est soit les hypotenseurs, soit l'insuffisance veineuse. C'est pour ça qu'elle prend du Daflon. Donc forcément, elle a un problème d'insuffisance veineuse, et dans ce cas-là, il faudra lui prescrire des bas de contention. Ça, c'est la seule chose qui est vraiment prouvée, les bas de contention. Concernant la réponse à la question 4, je disais que les causes ici de son hypotension, donc symptomatique et sympathicotonique, c'est-à-dire avec accélération de la fréquence cardiaque, ce qui est normal, sont dues au fait qu'elle a des hypotenseurs, qu'elle a une insuffisance veineuse, qu'elle a aussi une hypovolémie du fait des diurétiques de Lens. Donc ce qu'il fallait faire, c'est moins d'hypotenseurs, éviter les diurétiques chez elle, surtout avoir des bas de contention et avoir un bon régime. Ce qu'avait dit donc votre camarade, le bon régime, c'est-à-dire ne pas avoir un régime hyposodé trop important, un régime normosodé même plutôt, et une bonne hydratation. Ouais, donc votre camarade il dit, est-ce que ça vaut le coup? En gros, le but c'est plus de traiter son HTA à 87 ans. Ça se discute, au fait, ça dépend de si elle est élevée ou non. Parce qu'il y a des HTA qui sont graves. C'est-à-dire, imaginons qu'on lui arrête tous ses traitements et que quelques temps après, elle fait une crise aiguë hypertensive et qu'elle ne la supporte pas et qu'elle décède de ça, ça dépend comment est sa tension. Tu ne peux pas le juger si on ne te donne pas des éléments. Dans ta pratique clinique, tu le jugeras, ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça, tu vois avec la patiente comment elle vit, est-ce qu'elle prend bien ses médicaments et tout ça, si elle est bien compliante ou non. Comment évaluez-vous le risque de nouvelles chutes chez cette patiente? Donc ça, c'est une question de cours. Donc vous apprenez bêtement la réponse et vous aurez juste à tous les coups. C'est-à-dire que pour évaluer le risque de chute, d'une part, on fait des manœuvres posturales, c'est un examen clinique, et d'autre part, on s'en remet à l'interrogatoire. Combien de temps elle est restée au sol et combien de chutes elle a fait auparavant. Et plus elle est restée longtemps au sol et plus elle a fait de chutes les derniers mois, plus c'est grave, plus le risque de récidive est important. Et ensuite, les tests, c'est des mots qui sont un peu bizarres. Tineti, get up and go test, station unipodale, plein de trucs. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un test que je n'ai pas mis, c'est le demi-tour, là, le demi-tour composé. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'est pas validé par les études contrôlées. D'accord? Donc c'est un test qui n'est pas validé par les études contrôlées, randomisées. Donc c'est pour ça qu'il ne se trouve pas dans la réponse. Donc, conclusion, pour l'ENC, vous apprenez bêtement la réponse, même si vous ne savez pas ce que c'est. Mais je les ai expliqués à chaque fois. Que ça durait 20 secondes, que... Ah non, je n'ai pas donné les... Bon, vous les chercherez sur Internet. Si vous voulez vraiment, je peux vous les envoyer. Avec des dessins et tout ça, c'est sympathique. Question 6. Vous contactez son ophtalmologue pour en savoir un peu plus sur ses problèmes aux yeux. Il vous répond qu'il a réalisé un examen complet. Bon, il se défend. Et que celui-ci ne montrait rien de particulier en dehors de quelques anomalies bilatérales au fond d'œil. Interprétez ce fond d'œil. Quel diagnostic posez-vous? Et quelle peut être l'évolution de cette affection et son retentissement sur l'autonomie de la patiente? Donc ça, c'est les nouvelles questions de l'ENC. Le retentissement sur l'autonomie. Vous savez, les questions de gériatrie, d'autonomie, incapacité,
dépendance et tout ça, qui est tombé à l'ENC 2005, qui a fait très mal aussi, cet ENC-là. Mais vous savez les gérer maintenant, ces questions-là, parce qu'on vous en pose souvent. Comment? Comme aujourd'hui. Ah, parce que vous avez souffert aussi, c'est ça? Aïe, aïe. Bon, ça en plus vaut mieux souffrir maintenant. Hein. Bon, dans ces cas-là, c'est toujours les mêmes réponses. Il faut évaluer quelles sont les déficiences, quelles sont les incapacités, et ensuite quels sont les handicaps. Lorsqu'on vous demande d'examiner, donc d'interpréter un fond d'œil, et que la patiente elle a chuté, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Chez les personnes âgées, les causes de malvoyance, c'est soit la cataracte, donc là on vous donne un fond d'œil, donc forcément ce n'est pas la cataracte, soit c'est le glaucome, soit c'est la DMLA. Le glaucome, vous allez regarder la papille, si elle est normale ou non. Là, la papille, a priori, elle est normale. Et vous regardez autour de la macula, vous voyez plein de petites taches blanc jaunâtres. Donc là, ça s'appelle des drusènes. On les a appelés comme ça, et vous les appelez comme ça, vous ne savez pas pourquoi, vous les citez, d'accord? Donc vous dites qu'il y a des drusènes. Ce qui est important dans la DMLA, c'est que c'est des drusènes maculaires. C'est pour ça qu'on dit DMLA, d'accord? Donc le M, c'est dégénérescence maculaire, d'accord? Donc des drusènes maculaires, la macula. C'est le petit point rouge qui est au centre de la photo. Donc ça, c'est les petites lésions blanchâtres profondes, c'est une DMLA bilatérale. Les DMLA, soit c'est des DMLA qui évaluent vers l'atrophie, donc ça c'est l'atrophie de l'épithélium pigmentaire, ou sinon c'est soit vers des néovaisseaux. Donc ça c'est les exsudatifs. Soit c'est sec, ça s'atrophie complètement, soit c'est humide, et ça fait, il y a de l'œdème, il y a des exsudats, il peut même y avoir des néovaisseaux, donc ça c'est la partie exsudative. Donc ça c'est vers une atrophie, ça c'est vers l'exsudat. Ça c'est les deux évolutions possibles de la pathologie. Et enfin, donc l'évolution, le retentissement sur l'autonomie, j'ai donné une réponse, je pense, assez complète. Vous avez qu'à la lire. La déficience, c'est qu'elle ne voit pas. L'incapacité, c'est que quand on ne voit pas, on a du mal à marcher, à s'orienter. Et le handicap, c'est que si on a du mal à marcher, on n'arrive plus à faire les choses simples de la vie quotidienne. Donc c'est un problème de mobilité, d'orientation pour aller faire ses courses, pour aller dans la salle de bain ou autre chose. Et ne jamais oublier aussi, ce qui est très important, c'est que le retentissement psychologique rentre dans la partie handicap. D'accord? Vous avez compris la différence entre déficience et déficience, c'est l'examen clinique, au fait, c'est ça, pour vous. Et les incapacités, donc c'est les conséquences directes de l'examen clinique, et les handicaps, c'est les handicaps dans la vie quotidienne. Handicaps surtout sociaux, dans le travail, dans les loisirs, dans l'activité de tous les jours. Question 7. Vous vous intéressez maintenant... Ah oui, au fait, on m'avait dit que tout à l'heure, on m'a fait la remarque que les fonds d'œil, ça ne tombe pas à l'ENC. Il y en avait un en 2004, c'était un fond d'œil de rétinopathie diabétique et aussi hypertensive. C'est vrai qu'on ne demandait pas de l'interpréter, puisque l'interprétation, elle était dans le texte, mais on demandait de faire le résumé de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on vous disait qu'il y avait des hémorragies, il y avait des nodules et tout ça, cotonneux. Il fallait dire que ces hémorragies-là étaient dues à une rétinopathie diabétique. Donc il fallait comprendre les éléments du texte, mais il ne fallait pas forcément interpréter le fond d'œil. Est-ce que c'est tombable à l'internat? Moi, j'en sais rien. En tout cas, dans votre polynational d'ophtalmo, il y en a plein des fonds d'œil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous vous intéressez maintenant à son état nutritionnel. Vous calculez son IMC qui est à 21. Un réflexe. L'IMC, chez les personnes âgées, la limite, c'est combien? Ah, moi, j'avais mis 22, moi. C'est inférieur ou égal à 22, j'avais mis. Donc c'est 21 maintenant, vous êtes sûr? Bon, je vérifierai, d'accord? Comme ça, vous aussi, vous vérifierez. Donc, en tout cas, lorsque j'ai fait le dossier l'année dernière, c'était 22, et probablement c'est 21. Ce qui est important, c'est de savoir que la limite, elle est plus haute que pour l'adulte normal, qui est 18,5. Donc, que pensez-vous de son IMC, de son état nutritionnel? Elle est dénutrie et d'autre part, elle a probablement une ostéoporose. Quelle prise en charge nutritionnelle proposez-vous? Ça, c'est la prise en charge de toutes les personnes âgées. C'est toujours la même chose. Prendre beaucoup de calories, les protéines, les glucides, les lipides, ça c'est très simple. Excusez-moi, ne jamais oublier que dans l'ostéoporose, il faut donner du calcium et de la vitamine D. Et enfin, chez les personnes âgées,
éviter les régimes abusifs, le régime hyposodé abusif, et leur dire surtout de boire de l'eau et de l'eau. Et c'est tout. Et la diététicienne et l'éducation de la patiente. Je ne m'attarde pas dessus parce que c'est des questions de cours qui sont simples. Question numéro 8. Au bout de quelques jours, vous commencez la verticalisation. Celle-ci est très difficile. En effet, la patiente reste au fond de son fauteuil en rétropulsion. Elle ne veut pas se lever car dit avoir peur du vide. Donc là, le fait d'être au fond du fauteuil en rétropulsion, ça s'appelait avant le syndrome post-chute. Mais ça, ce terme-là n'est plus employé, en tout cas dans le poly de gériatrie de l'université René Descartes. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle université, mais en tout cas, il y est écrit que que maintenant on dit régression psychomotrice, mais plus syndrome post-chute. Parce que dans les études, on utilisait plutôt ce terme-là. En fait, vous verrez qu'on essaie de consensualiser même les termes pour que tout le monde parle de la même chose lorsqu'on fait une étude randomisée ou des études entre différents pays. Et ça, de plus en plus, dans les pratiques médicales, ça se fera. Donc, syndrome de régression psychomotrice. Pourquoi psychomotrice? Parce qu'elle reste au fond du fauteuil. Le syndrome de régression psychomotrice, c'est des troubles posturaux statiques et dynamiques. Elle ne bouge pas et elle ne veut pas bouger. Donc c'est statique, elle ne fout rien, et elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas être dynamique. Bon, j'essaie de vous faire rentrer les mots dans votre cerveau. Donc il y a des troubles statiques et dynamiques de la posture, et d'autre part, il y a des troubles psychologiques. Psychologiquement, donc, il y a un syndrome dépressif, elle veut vraiment pas bouger du tout là. Donc, ça explique le terme régression psychomotrice. La motricité, statique et dynamique, et la partie psychologique. Ce qui est difficile dans ces dossiers-là et chez ces patients, c'est de faire la part entre le syndrome donc de régression psychomotrice et une vraie dépression, qui, elle, nécessite un traitement. Parce qu'une personne âgée qui fait une dépression à l'hôpital, là, il faut vraiment la traiter, il ne faut pas qu'elle reste 1 an à l'hôpital. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On donnera un traitement d'épreuve. Le traitement d'épreuve, ça c'est un mot-clé que vous devez retenir. Par exemple, lorsque vous n'arrivez pas à faire le diagnostic différentiel entre un syndrome démentiel et un syndrome dépressif. Ça, c'est les dossiers que vous avez déjà eus, je pense. Et dans ces cas-là, il faut faire un traitement d'épreuve, voir si ça répond ou non. Donc c'est dans ces cas-là que vous le ferez, ainsi que dans le cas de la régression psychomotrice, faire un traitement d'épreuve par antidépresseur. Le mot-clé dans régression psychomotrice, c'est que cette personne âgée, il va falloir la faire bouger. Donc il faut la motiver psychologiquement, la faire marcher, et lui faire comprendre qu'il faut qu'elle bouge son cul. D'accord? Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Sachant que les personnes âgées, il faut aller doucement, il faut leur faire comprendre, il faut aller avec un peu de diplomatie. Il faut leur montrer que c'est pour leur intérêt qu'ils vont y arriver. Et le mot-clé qu'il ne faudra jamais oublier, ça je pense que on ne le conçoit pas vraiment, que ce syndrome, c'est une urgence gériatrique. Donc il faut vraiment le prendre en charge de manière urgente. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas pourquoi on rit, mais ça doit être autre chose. Oui, même il y a des personnes à sauver, même les personnes de 87 ans, c'est urgent. Donc urgence gériatrique, c'est que là, il faudra appeler le gériatre, avoir son avis assez rapidement, parce que plus on attend, plus ça va être difficile de le traiter. Et ensuite, je vous ai donné tous les éléments de la rééducation et des traitements fonctionnels. C'est des questions, c'est des réponses assez types, donc que vous apprenez comme d'habitude par cœur. Enfin, les soins de suite et de réadaptation. Ce que vous avez dû avoir ce matin, alors, a priori. Comment organisez-vous le retour à domicile? Les mots-clés à retenir, c'est, donc que j'ai mis en gras, c'est les aides financières. Il y a 3 parties. Il y a la partie prendre en charge, partie sanitaire. Donc l'aide à domicile, le médecin et tout ça, la partie médicale. Ensuite, il y a la partie sociale. L'aide ménagère, l'auxiliaire de vie, les repas à domicile. Et enfin, la partie financière. Et avec ça, vous avez donc répondu à toute la question. Donc, sanitaire, social et financier. Je ne m'attarde pas dessus, la réponse est détaillée.
Oui. Oui, c'est la même chose. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le syndrome de glissement, c'est la même chose. En fait, le syndrome de glissement, on dit que c'est le début souvent. C'est pas vraiment installé comme ça l'est maintenant. Mais ça ne s'utilise plus tellement aussi, ce terme-là. Gardez le terme régression psychomotrice. En tout cas, les psychiatres, dans le livre de psychiatrie, vous retrouverez ce terme-là. Syndrome de régression psychomotrice. Oui. Donc la question, c'est comme elle a été à terre longtemps, est-ce qu'on devait faire une prévention de la rhabdomyolyse? La prévention de la rhabdomyolyse, c'est quoi pour toi? Comment? Il n'y a rien de particulier, on va l'hydrater, c'est tout. Non, la dialyse, elle ne se justifie que si elle est en insuffisance rénale, aiguë et sévère. Là, on ne sait pas, on n'en sait rien du tout. Alcalinisation, oui, non. Mais hydratation, ça suffit. Après, selon l'ionogramme, selon l'insuffisance rénale, oui. C'est vrai dans le cas où tu aurais des résultats du ionogramme, oui. Mais quand on ne te donne pas de résultats, il ne faut pas s'aventurer que si elle avait pas. Parce que si elle avait un hématome aussi intracrânien et plein de choses.